grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Quel rôle de la société civile dans la construction du Mali? C'est le thème qui sera largement débattu au cours de ce grand dialogue. Les organisations de la société civile, quel que soit le nom qu'elles se donnent, œuvrent pour un meilleur avenir et partagent la même quête de justice, d'équité et de respect de la dignité humaine, ainsi que la promotion de la bonne gouvernance. Parvient-elle à jouer leur rôle de sentinelle? La frontière entre la société civile et la classe politique est-elle maîtrisée? Comment rendre la société civile plus efficace? Studio Tamani pose donc le débat avec nos invités. Madame Diallo Assetou Diarra, directrice exécutive de l'association Femmes Éthiques. Amadou Maïga, président du réseau national d'action sur les armes légères au Mali, que nous espérons le compter parmi nous d'un moment à l'autre, et Dr Sidi Sungolo Mariko, enseignant-chercheur à la faculté de sciences administratives et politiques de Bamako. À la présentation, je suis Mrana Kilo Maïga, invité, auditeur, téléspectateur, vous qui nous suivez sur 3 télévisions et 85 radios. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Nous commençons par vous, Madame Diallo Assetou Diarra. C'est quoi d'abord la société civile? Ok, bonsoir à tous. Merci de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur le sujet. Eh ben, la société civile, c'est toute entité ou tout individu qui œuvre pour une meilleure participation des populations au développement commun. Voilà, donc ça peut être des associations, des syndicats, des organisations professionnelles, des bénévoles, toute entité qui n'est pas de l'État, bien évidemment, et qui n'est pas du secteur privé qui œuvre afin que les populations, l'intérêt public, qui œuvre vraiment pour l'intérêt public. Vous êtes la directrice exécutive de l'association Femmes et Technologies de Nouvelles Communications et de l'Information. Quel est l'objectif de votre organisation de la société civile? De plus en plus, nous avons vu avec l'émergence de l'Internet et des nouvelles techniques de façon générale que le numérique est devenu une thématique transversale. Et dans notre structure, nous nous disons que nous allons utiliser justement ce créneau pour faire un raccourci vers le développement. Donc Femmes Éthiques travaille beaucoup sur beaucoup de secteurs, notamment la citoyenneté, la bonne gouvernance, mais aussi sur la promotion des droits humains, ainsi que pour une meilleure inclusion. Inclusion, entendez par là les droits des personnes vivant avec handicap, des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes. Votre association répond-elle aux préoccupations des femmes en matière de bonne gouvernance? Alors, c'est une très bonne question. Vous posez le débat sur l'angle des femmes. Vous avez la société malienne, si on prend dans sa globalité, c'est surtout les jeunes et les femmes. On dit souvent que les femmes sont même en majorité. Donc, renforcer les capacités, sinon amener cette couche de la société à être plus consciente de ses droits et devoirs, va permettre un développement plus rapide des nations. Et nous, nous inscrivons justement dans ce canot-là. Mais nous, notre particularité, et vu l'importance du numérique, c'est d'utiliser ces numériques-là pour non seulement amplifier ces informations utiles aux populations, notamment les informations sur la constitution du Mali, les droits, les devoirs, etc. Donc c'est vraiment dans ce créneau que nous nous positionnons. D'accord. Docteur Sidi Sungolo Mariko, vous êtes enseignant-chercheur à la faculté de sciences administratives et politiques. Alors, quel est votre regard face aux organisations de la société civile? Merci beaucoup, M. Maga, et merci aussi à Studio Tamani d'avoir créé ce genre de plateforme pour contribuer à l'enrichissement de nos jeunes démocraties, notamment le Mali. Et je salue tout d'abord les auditeurs et les téléspectateurs qui nous regardent à travers le pays. Tout d'abord, je commence par faire une contribution par rapport à la définition qu'a fait ma collègue de la société civile d'abord. De façon simple, il faut comprendre la société civile comme l'ensemble des forces de revendication au sein des sociétés modernes. Et effectivement, elle est différente de l'État, du monde des affaires, et elle est là comme une veille, n'est-ce pas, des gouvernants. Donc elle défend l'intérêt de la population.
Et notamment dans un contexte africain, elle a été davantage ancrée depuis le mouvement de démocratisation que nous avons connu à partir de la décennie 90. Vous voyez, ce qui a amené une libéralisation vraiment de l'espace politique et social. Ensuite, un regard, la société civile malienne, oui, nous en avons. Il y en a en fait une floraison d'organisations de la société civile, n'est-ce pas, que tout un chacun peut vraiment constater. Donc elle est là. D'ailleurs, sa présence est même codifiée par, n'est-ce pas, la Constitution et la réglementation nationale. Donc elle est là, mais est-ce que, n'est-ce pas, son travail est effectif ou pas? Donc c'est peut-être ça le débat. D'accord. Merci bien. Alors, est-ce que selon vous, les organisations de la société civile répondent aux préoccupations de la société? Alors, les organisations de la société civile, certainement, il y en a qui répondent aux préoccupations de la société civile et probablement en leur manière et avec les moyens certainement qu'ils ont. Mais il faut dire que nos organisations de la société civile quand même se démarquent de ce que fait, n'est-ce pas, les organisations de la société civile et ailleurs dans la sous-région, notamment dans d'autres pays. Je pense notamment à des pays comme le Sénégal, n'est-ce pas, comme le Nigeria. Au Sénégal, nous avons vu le mouvement Yanama, au Nigeria, tel qu'avec les mouvements comme Not Too Young to Run. Donc pour dire qu'on n'est pas jeune pour diriger, parce que bien vrai que nous sommes quand même dans des pays dominés essentiellement par les jeunes et les enfants en termes de population. Donc le constat est quand même que ces jeunes n'ont pas, n'est-ce pas, ils n'ont pas assez la parole. Ils ne sont pas assez représentatifs dans les organes de décision. Vous voyez? Et donc, mais les pays, quelques pays que j'ai cités là, on voit quand même que là-bas, le travail est beaucoup plus visible, est beaucoup plus accentué par rapport au Mali. À cela, je peux même ajouter la RDC. Vous voyez? Donc, c'est dans un premier temps ce que je peux dire. D'accord. Vous avez parlé d'une floraison, dans votre mot introductif, une floraison des organisations de la société civile. Comment ces organisations doivent-elles s'organiser pour défendre les intérêts des populations pour lesquelles elles s'engagent? Alors, ça c'est une bonne question. Tout d'abord, je pense qu'il y a lieu d'abord que la société civile soit en elle-même une force cohérente et soudée. Ça, c'est un premier aspect très important. Et ensuite, elle doit vraiment être dépolitisée. Parce que nous avons dit que la société civile, dans les définitions que nous avons élaborées, nous avons dit qu'elle est différente de l'État et même du monde des affaires et qu'elle représente la population civile. Donc, elle ne doit pas être politisée, n'est-ce pas, au risque de s'écarter de sa vision qui est vraiment la défense de l'intérêt de la masse populaire. Et ensuite, il y a la société civile aussi doit prendre le lead. Vous voyez, le lead parce que dans une certaine mesure, à la différence de lorsqu'il y avait les mouvements de démocratisation, notamment dans le cas malien, donc nous voyons que la société civile n'est pas tellement au lead, ne prend pas tellement le leadership dans notre pays. D'accord. Il a parlé de dépolitiser les organisations de la société civile. Quelle est la différence entre une organisation de la société civile et une organisation politique? Alors, très bien. Tout d'abord, ma contribution à ce qu'il a dit, c'est que, vous savez, la société civile, elle est auprès des populations, à un niveau assez bas par rapport à l'État qui finalement est un peu loin. Parce que je vais vous donner par exemple un exemple, il n'y a pas si longtemps, il y a eu les retraits des cartes biométriques. L'État a beaucoup communiqué là-dessus, où est-ce que ça doit se passer, quand est-ce que, ainsi de suite. Mais il peut arriver que malgré toute cette grande communication, au sein des populations, il y a des gens qui n'ont pas entendu l'information. Il peut arriver au sein des populations qu'il y ait des gens qui ont entendu mais n'ont pas bien compris le lieu, ou bien est-ce que ça va, est-ce que l'État a réellement les moyens d'aller jusqu'auprès de ces populations pour rectifier ces communications-là? C'est là d'où doit rendre
entrer en jeu la société civile. La société civile doit être justement ce relais-là, aux côtés des populations, ce relais du gouvernement auprès des populations. Et cela nous amène à la question que vous m'avez posée. Quelle est la différence entre l'organisation civile et les politiques? Les politiques, c'est ceux-là même qui doivent gouverner. Est-ce que vous comprenez? Alors que la société civile, elle, doit faire en sorte que les citoyens sachent qu'ils doivent participer à la prise de décision, au fait de choisir les gens qui vont diriger le pays, de contrôler est-ce que ce gouvernement que nous avons mis en place est réellement en train de bien travailler. Et aussi, la société civile doit aussi sensibiliser ou renforcer les capacités. Donc, les politiques n'ont rien à voir avec la société civile et au contraire, eux, ils doivent convaincre les populations de la manière dont eux, ils peuvent gouverner le pays afin que ces derniers puissent leur faire confiance. Donc il n'existe pas de rapport entre les organisations de la société civile et les organisations politiques? Attention, actuellement dans le climat que nous avons, effectivement, et c'est le problème qu'il vient de poser, c'est que malheureusement, il y a certains acteurs de la société civile qui se sont retrouvés après politiciens. Ça ne peut pas marcher. Ça ne doit pas se passer comme cela. Parce que tu ne peux pas défendre des populations et avoir un parti pris. Donc, normalement, les politiques sont à part, mais les politiques doivent convaincre à travers leur programme, à travers leur politique, à travers les réformes qu'ils ont pour le développement. Docteur Sidi a souhaité également que les organisations de la société civile soient des forces cohérentes. Est-ce que les organisations civiles sont cohérentes? C'est tout le problème qui se pose. Ça fait partie des difficultés qu'a la société civile actuellement. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, normalement, nous sommes un relais. Donc, ça veut dire qu'on doit laisser quelque part le bâton pour que nous puissions prendre ce bâton. Mais en réalité, nous savons, souvent la société civile ne sait pas là où elle va prendre ce bâton-là. Et souvent, le gouvernement aussi ne sait pas qu'est-ce que toute cette société civile est en train de faire. Bien évidemment, il faut que la société civile soit une coordination, qu'on soit à l'image de peut-être même le gouvernement, avoir des groupes où il y a la division société civile, juridiction, santé, éducation, ainsi de suite. Que le gouvernement puisse savoir, si nous avons besoin de ressources ou d'informations par rapport à tel secteur, quelle partie de la société civile on doit s'adresser? Cela n'existe pas. Et moi, personnellement, je catégorise la société civile en deux groupes. Il y a pour moi une société civile dormante et il y a une société civile active. Pour moi, la société civile active, là, c'est celle-là même. Et ça, j'ai envie de le dire justement aux gens des ministères, c'est ceux-là même qui tous les jours vont déposer des courriers pour demander au gouvernement de participer, de les inviter à nos activités, pour qu'eux sachent qu'est-ce que nous sommes en train de faire dans quel secteur. Parce qu'on a ce rôle d'accompagner le gouvernement. Mais si on ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de faire, il faudrait que toutes ces données soient répertoriées quelque part où tout le monde peut avoir accès à ça. Mais très souvent, ce qui se passe, c'est que quand on va vers eux, on les envoie des courriers d'invitation, on ne nous répond même pas des fois. Il y en a des ministères qui répondent. Ça, je salue cela. Mais il faut reconnaître qu'il y a aussi des ministères qui ne répondent même pas. Donc, comment voulez-vous qu'on accompagne quand on ne sait même pas où en est-on? L'état des lieux. Donc ça, c'est cette société civile active qui, malheureusement, quand il y a les grands forats ou quand il y a les grandes instances, on les oublie. On voit plutôt cette société civile dormante qui, à un moment donné, était très active, mais qui, par le poids du temps, je vais dire cela, s'ils sont un peu plus âgés ou pour une raison autre quelconque, ils ne sont plus sur le terrain. Alors qu'une société civile... Mais expliquez-nous bien, cette société civile dormante... Cette société civile dormante, pour moi, c'est ceux-là qui ne sont pas sur le terrain. Parce qu'une société civile, pour moi, doit être sur le terrain, doit être auprès des populations, doit pouvoir relayer l'information au gouvernement de sorte qu'il y ait des prises de décision. Mais ceux qui ne sont pas au contact direct des populations ne pourront pas faire un plaidoyer à ce niveau-là. C'est ce que moi j'appelle société civile dormante. Ils sont là, ils participent, c'est eux qu'on reconnaît, mais souvent ils n'arrivent pas à faire bouger les choses.
Je rappelle à nos téléspectateurs et nos auditeurs que nous attendons toujours à Amadou Amaïga, président du réseau national d'action sur les armes légères au Mali. Voilà, docteur Sidi, est-ce que la frontière entre la société civile et la politique est bien délimitée au Mali? Alors, ça, c'est une question à la fois vieille et actuelle. Et c'est aussi, n'est-ce pas, une problématique qui n'est pas seulement propre à notre pays. Alors, cette question-là aussi, elle remonte, si je peux me permettre déjà, depuis les années 90, n'est-ce pas, dans la foulée des mouvements de démocratisation. Parce qu'il faut quand même rappeler que, n'est-ce pas, des organisations, certaines des organisations importantes qui ont fait une contribution majeure à l'avènement de la démocratie. Ça, c'était en ce temps l'ADEMA, évidemment, qui était une association en ce temps. Et donc la société civile, l'ADEMA, mais aussi le CENIT, c'était d'abord des associations. Mais ce qu'on a vu, c'est que, n'est-ce pas, après les mouvements de démocratisation, ces associations se sont donc converties carrément en partis politiques. Pour ADEMA CEVU, ADEMA PASJ, et CENID face au Iriwaton. Donc, vous voyez déjà que c'est pour, n'est-ce pas, déjà commencer à répondre à la question par rapport au lien. Donc, le lien est vraiment flou et ce fut toujours le cas. Et de nos jours aussi, c'est maintenant peut-être la question c'est peut-être qu'est-ce qui explique ça, si je peux me permettre. Voilà, qu'est-ce qui explique peut-être ce lien flou-là? Bon, pour diverses raisons, à mon sens. D'abord, n'est-ce pas, l'envie de d'aller vers les compétitions politiques, vous voyez, parce que les gens de la société civile, c'est aussi des populations, des citoyens lambda comme vous et nous, qui ont aussi les mêmes droits, n'est-ce pas, que les politiciens. Ils peuvent aussi conquérir pour le suffrage universel. Maintenant, pourvu quand même qu'ils mettent carrément de côté leur chapeau, n'est-ce pas, de société civile. Ça, c'est d'abord, à mon sens, une première raison remarquable. La deuxième, peut-être, c'est aussi probablement des questions de financement. Vous voyez, peut-être parce que l'une des faiblesses aussi de nos sociétés civiles, c'est aussi le manque de moyens. Vous voyez, parce que pour vraiment aussi défendre bien l'intérêt de la population, il faut non seulement être d'abord outillé, n'est-ce pas, sur le plan intellectuel, en matière aussi de stratégie, mais aussi il faut avoir des moyens. Quand vous avez une stratégie, il vous faut maintenant des moyens pour aller vers le but. Donc je pense aussi qu'il y a ça, parce que quand les politiciens sont toujours aussi intéressés par la société civile, vous voyez. Pourquoi? Parce que la société civile, elle est bien vrai que les politiciens, notamment quand ils accèdent au pouvoir, notamment l'Assemblée, ils représentent la population. Parce que, puisque nous ne sommes plus au temps de la démocratie directe comme ça se faisait dans l'Athènes, dans l'Antiquité, donc c'est les députés qui représentent la population. Donc, ils représentent la population, mais en même temps, ils voient pas seulement les députés, je parle globalement des hommes politiques, mais les acteurs de la société civile, ils représentent quand même la population. En fait, toute cette voix-là qui ne parle pas. Normalement, la société civile est là pour représenter ce voix-là. Donc, il y a du monde derrière eux. Vous voyez? Et un politicien, c'est ce qu'il a besoin. Il a besoin des voix. Il cherche les voix. Donc, toute personne qui ont des gens derrière eux, voilà, ils sont intéressés par eux. Madame Diallo Assetou Diarra a catégorisé la société civile en deux, une cellule dormante et une cellule active. Est-ce que vous partagez son analyse? Bon, d'abord, c'est son point de vue, c'est sa propre lecture. Et elle a essayé de nous expliquer. Je ne peux pas dire qu'elle a... en fait, je ne peux pas dire le contraire, mais je peux peut-être ajouter des éléments à ce qu'elle a dit. Peut-être celles qui sont actives, actives peuvent être celles qui, en tout cas pour l'instant, essayent quand même de porter la voix de la population. Vous voyez, et probablement celle qui est dormante, peut-être quand elle est de mèche avec notamment l'État ou les hommes politiques,
forcément, elle va se taire. Vous voyez? Parce que, comme elle a si bien dit, c'est difficile quand même d'être les deux. On ne peut pas être à la fois société civile et politique. Voilà. Est-ce que selon vous, les organisations de la société civile parviennent à jouer leur rôle de sentinelle? Oui. Déjà, il y a une partie de réponse déjà à cette question dans ce qu'on est en train de dire, parce qu'ils ont quand même, n'est-ce pas, beaucoup de peine, comme on peut le constater sur le terrain, n'est-ce pas, à jouer leur rôle de sentinelle, d'abord du fait, comme je l'ai dit, de la politisation. C'est quand même des organisations qui sont beaucoup plus infiltrées dans nos pays par les politiciens. Donc pour, n'est-ce pas, diverses raisons, comme nous l'avons dit. Et ensuite aussi, le fait que, bien vrai quand même que le travail de la société civile est codifié, mais aussi parfois, nous voyons que, notamment récemment, par exemple, l'État a adopté une loi contre la cybercriminalité. Vous voyez, ça aussi, en réalité, ça fait aussi peur aux organisations de la société civile. Vous voyez, et dans une moindre mesure, donc ça peut contribuer un peu à cette atmosphère morose en fait, de la société civile. Donc, sans aussi parler des questions de moyens aussi également. D'accord. Voilà. Dr Sidi a parlé de manque de financement des organisations de la société civile pour faire face à leur rôle de contre-pouvoir. Est-ce que vous êtes réellement confronté à un manque de financement? Bon, le manque de financement existe, mais pour moi, elle n'est pas en première position. Vous savez, on dit que dans la constitution du Mali, je parle de la nouvelle, dans son article 40, il est dit que la société civile malienne, dans le cadre de la démocratie participative, doit exercer une mission de veille citoyenne. Bien sûr, par rapport aux dispositions prises par les lois. Alors, la veille citoyenne, il a tantôt parlé de veille citoyenne, mais c'est quoi la veille citoyenne? La veille citoyenne se traduit par le fait de faire des surveillances, se traduit par le fait de faire des dénonciations d'abus, s'il y en a, se traduit par le fait de sensibiliser. Et on parle de démocratie. Dans la démocratie, il faut comprendre que c'est le pouvoir du peuple. Et ça, c'est le principe même du Mali, dans la constitution du Mali. Le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Alors, aujourd'hui, qui est à la tête de l'État? Assimi Goïta. On est d'accord? Alors, c'est quoi? C'est un militaire. On est d'accord? Alors, un militaire, vous voulez que la société civile surveille un militaire. Comment? Mais c'est les dirigeants et vous êtes là à surveiller les dirigeants. Mais vous voyez, c'est là le problème de la société civile. C'est pourquoi à un moment donné, il y a certains acteurs, que ce soit politique ou de la société civile, ne voulaient pas parce qu'il y a un conflit d'intérêts finalement. Parce qu'en réalité... Est-ce qu'il est dit uniquement que la société civile doit veiller uniquement sur les actions politiques et non les actions militaires? Mais voilà la confusion, justement. Parce qu'il est dit que la veille citoyenne, c'est de contrôler tout ce que le gouvernement est en train de faire. Et dans notre contexte actuel, le gouvernement, c'est aussi les militaires. Donc, à un moment donné, ça va être très difficile. Vous savez, même si vous êtes courageux et vous êtes membre de la société civile et que vous décidez... C'est là que ça devient compliqué. Pourquoi c'est difficile pour vous? Pourquoi? Mais en face, vous savez, quand on évoque déjà... Vous avez peur des armes ou bien c'est parce qu'ils ont les armes? Non, c'est pas parce qu'on a peur ou on n'a pas peur, monsieur. Je suis désolée. Quand vous avez une arme en face de vous, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est un fait. Il faut qu'on soit d'accord. Donc c'est ça dont vous... Non, c'est pas ce que je suis en train... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est que quelque part, le fait que c'est un régime militaire qui est là, fait que souvent, la société civile a des limites.
Elle ne peut pas aller, si on évoque des raisons de sécurité d'État, nous, on va s'arrêter. Et d'autant plus que celui qui est à la tête du gouvernement est un militaire, donc à un moment donné, on est limité. Il y a des dénonciations, il y a des abus, on ne pourra pas en parler. Ça, c'est clair. Parce que si on évoque sécurité d'État, c'est fini. C'est comme ce qu'il disait tout à l'heure aussi par rapport à la loi sur la cybercriminalité qui est venue en 2019. C'est des restrictions qui sont là qui font qu'on ne peut pas aller plus loin que ça. C'est ça. Donc, quelque part, la société civile peut jouer ce rôle de veille, mais elle est limitée actuellement parce que, effectivement, c'est un régime de militaires qui se trouvent au pouvoir. D'accord. Nous avons parlé tantôt de manque de financement des organisations de la société civile. D'où proviennent les sources de financement des organisations de la société civile? Les organisations de la société civile sont essentiellement financées très souvent par les acteurs, les citoyens. Bien sûr, il y a aussi une grande partie qui vient des partenaires extérieurs, mais il faut reconnaître que toute structure de la société civile, à la base, ce sont les populations elles-mêmes qui reconnaissent que il faut que nous fassions ça pour notre communauté. Donc, chacun y met un peu. Et comprenez que les moyens financiers, ce n'est pas que de l'argent. Ça peut être du matériel, ça peut être en termes d'expertise, ça peut être en termes de ressources propres. Donc, les moyens financiers, à la base, c'est d'abord les membres de ces sociétés, de cette société civile-là. Et ensuite, vient compléter l'aide extérieure. Ces financements de l'aide extérieure, des partenaires extérieurs, pour les organisations de la société civile, ne les influencent-elles pas? Mais c'est là aussi toute la difficulté. Moi, je vais juste vous donner l'exemple. C'est si par exemple, moi c'est juste un exemple que je donne, si par exemple nous qui sommes société civile, nous sommes en train de faire par exemple un travail au niveau local dans une région au fin fond du Mali quelque part, et que voilà, nous voyons par exemple que quelqu'un est en train de souffrir. Ok, quelqu'un est en train de souffrir, il y a des dispositifs qui sont pris par le gouvernement, des voies légales par lesquelles il faut passer pour dire que il y a telle situation dans telle région. Si, par exemple, dans ces régions-là, dans ce cas précis, on fait remonter l'information, mais il n'y a pas de réaction, il n'y a même pas de réponse, souvent, quelqu'un de l'extérieur peut en ce moment essayer d'influencer cette société civile-là en leur disant, OK, voilà, vous êtes en train de faire ça pour cette communauté et ça, c'est votre travail en tant que société civile. Et c'est la Constitution qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, votre travail, c'est d'appuyer, d'être là pour ces populations, mais malgré votre travail, ces populations sont toujours en train de souffrir. Voilà, nous pouvons vous apporter telle aide pour que ces populations-là ne souffrent plus. Mais ce que la société souvent civile ignore, des fois elle l'ignore, des fois elle le sait, mais puisque son objectif c'est que les populations ne souffrent pas, elle va dans ce sens-là. Et puis dans certains cas, cela va un peu à la dérive où finalement cela peut retourner contre le gouvernement et ça peut créer des problèmes. Sinon, à la base, la société civile doit travailler avec le gouvernement pour le bien des populations. D'accord. Docteur Sidi, vous avez parlé tantôt des acteurs de la société civile hybride, c'est-à-dire parfois politique, parfois société civile au Mali. Les actions que ces derniers mènent sont-elles crédibles aux yeux des populations? Évidemment pas. Lorsque vous enlevez votre chapeau de société civile, et donc pour porter celui d'un politiste, donc évidemment la population voit que vous n'êtes plus ensemble, vous ne pouvez plus, n'est-ce pas, porter leur voix, vous voyez, de façon vraiment autonome, tel que ça se doit, ça c'est clair. Peut-être si je peux me permettre un peu de commenter la question aussi de financement. Allez-y. Alors, comme elle a si bien dit, je suis d'accord qu'il y a peut-être parmi les sources de financement des organisations de la société civile, il y a des organisations de la société civile, il y a ces deux-là, des sources internes et externes. Alors, mais c'est ça vraiment l'un des problèmes majeurs par rapport à l'activité même de nos organisations de la société civile, la question de financement, puisque il y a très peu qui ont des mécanismes alternatifs de financement, chercher comment un peu s'autofinancer, vous voyez.
Donc, comme nous l'avons si bien dit dans le débat, c'est parfois ça qui fait qu'ils cherchent à s'approcher des politiques, mais aussi, surtout, certains partenaires externes, vous voyez, passent aussi par les organisations de la société civile, notamment au travers des financements, pour aussi infiltrer les rouages de l'État, vous voyez. Et c'est ça aussi le danger par rapport à la question du financement des organisations de la société civile. Donc je pense qu'à ce niveau, il y a peut-être lieu que, n'est-ce pas, la société civile réfléchisse beaucoup plus à des mécanismes alternatifs, comment s'autofinancer. Sinon, globalement, c'est vrai, la question ne se limite pas aux organisations de la société civile. Donc, l'un des grands débats même autour même de la problématique de développement de l'Afrique, c'est vraiment la question du financement. Comment financer nos développements. Et donc, les sociétés civiles ne font pas exception sur ce plan-là. D'accord. Parlons à présent de l'implication des organisations de la société civile dans le processus démocratique, de la bonne gouvernance, de la gestion du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, ces organisations s'impliquent davantage dans ce processus de démocratie au Mali? Alors, ils sont évidemment impliqués. Mais on ne peut pas dire que... Jusqu'à quel niveau selon vous? Bon, ça, ce n'est pas quantifiable, M. Maïga. Ce n'est pas quantifiable. Mais le constat, c'est quand même qu'ils sont là, ils sont impliqués. Et notamment, dans le cadre surtout de cette transition, on sent quand même une certaine mobilisation, n'est-ce pas, des organisations de la société civile. Mais comme je l'ai dit, moi, je regrette vraiment le fait qu'elle ne prend pas le lead. Vous voyez, ce n'est pas vraiment la société civile qui initie, vous voyez, donc, n'est-ce pas, ce travail vraiment de veille, vous voyez. Donc, notamment, nous voyons quand même maintenant qu'il y a une sorte quand même de travail, un travail est fait effectivement pour accompagner non seulement les autorités, les nouvelles autorités, puisque il y a une bonne partie de la population qui voit que les trajectoires que nous sommes en train de forger sont fondées et réelles. D'accord. Le pays est en voie de construction. Aujourd'hui, quel est selon vous le rôle primordial que la société civile doit jouer dans la reconstruction du pays? Oui, c'est toujours ce rôle de veille-là. Maintenant, la question c'est comment faire pour que la société civile reste essentiellement dans ce rôle-là de veille citoyenne? C'est peut-être ça la question. Sinon, c'est essentiellement ce rôle de veille-là. Nous avons vu, par exemple, lors des manifestations du mouvement du M5 RFP, vous voyez, il faut le dire, qui n'avait pas d'ailleurs même été initié par la société civile, hein, mais vraiment par les politiciens. Par la suite, les organisations de la société civile s'y sont associées. Mais nous voyons que parfois, lorsque la société civile est active, notamment dans le cadre de cette mobilisation populaire qui a eu lieu en 2020, nous voyons qu'à un moment donné, elle se relâche. C'est vraiment ça l'un des problèmes majeurs de notre société civile. Parce que la société civile doit être là permanemment, en veille, en train de veiller vraiment sur ce que fait l'État. Est-ce que c'est vraiment en cohérence avec, n'est-ce pas, les attentes des populations? C'est peut-être ça le problème. Sinon, ils participent vraiment à l'animation démocratique. Ils participent à la défense des intérêts de la population. Mais comment faire pour qu'elle soit là constamment en train de veiller, non seulement pour l'intérêt des populations, mais aussi pour que l'État ne tombe pas dans la dérive? D'accord. Comment les organisations de la société civile contribuent-elles au processus de médiation et de résolution des conflits auxquels le pays fait face aujourd'hui? Ok. Notre rôle actuellement à nous, c'est vraiment de faire en sorte d'abord que les populations maliennes comprennent c'est quoi la démocratie. Quel est le rôle qu'eux doivent jouer dans le cadre de cette démocratie-là. Comment est-ce que va se passer s'il y a des élections? Comment est-ce que cela va se passer? Quel rôle ils doivent jouer pour cela? Sensibiliser sur les mesures à prendre. Je ne vais plus parler de la veille parce que c'est clair que c'est ça. La veille, elle est là, elle existe, mais avec des restrictions, comme je l'ai dit.
Mais surtout, le travail actuel de la société civile se fait vraiment avec les populations, afin que ces derniers comprennent vraiment leurs droits, leurs devoirs, les sensibiliser, renforcer les capacités dans certains cas, et favoriser le dialogue, favoriser le vivre ensemble, la cohésion sociale, faire en sorte que les Maliens comprennent qu'il faut qu'on aille ensemble si on veut vraiment dépasser ce cap et pouvoir aller de l'avant. Par quelle voie vous passez pour vous faire entendre? Alors, les mécanismes, il y a beaucoup de mécanismes. Les voies sont diverses selon la thématique que vous prenez. Donc, comme je l'ai dit, c'est souvent des actions de sensibilisation auprès d'eux, souvent des actions de renforcement de capacité, ainsi de suite. D'accord. Alors, est-ce que les actions des organisations de la société civile dans le cadre de la reconstruction du pays sont-elles coordonnées? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un relais. Il faudrait qu'on sache où est-ce que c'est déposé pour savoir où est-ce qu'on va aller le prendre. Les actions sont menées à un certain niveau, rassemblées au niveau des départements suivant les thématiques. Il a parlé, comme on appelle, au début de son intervention, d'une floraison des organisations de la société civile. Donc, je pose la question à savoir, est-ce que toutes ces organisations de la société civile qui sont là pour défendre les intérêts de la société civile, les actions sont coordonnées ensemble? Est-ce que ces actions-là sont coordonnées? Il y a un réel problème de coordination, c'est ce que moi j'ai dit. Toute la société civile n'est pas regroupée comme une grande fêtière où voilà, nous tous nous connaissons. Non. Il faut aussi reconnaître que la société civile, elle est très diversifiée, elle est démembrée. Mais dire que c'est une grande fêtière qui est là, où nous avons des représentants de toutes les structures qui sont représentées, où il y a des informations qui sont retournées en temps et en heure, c'est difficile pour moi de l'affirmer aujourd'hui. Voilà. Mais il est vrai que sur les actions qui sont retrouvées sur le terrain, d'une certaine manière, sont recensées au niveau du gouvernement. Surtout, il y a un nouveau dispositif qui a commencé l'année passée, en janvier 2023, où il est demandé à tous les acteurs de la société civile d'avoir un rapport financier et narratif chaque mois au niveau du gouvernement ou au niveau des autorités locales, suivant les localités où se trouve cette société civile-là. Donc, quelque part, il y a une coordination, ou en tout cas un mouvement est en train de se mettre en place. Les actions de vos organisations sont-elles limitées? Limitées par rapport à? Les actions que vous menez, est-ce qu'il y a des limites? Tant que c'est dans l'intérêt public, dans l'intérêt des citoyens, il n'y a pas de limite. D'accord. Docteur Sidi, les organisations de la société civile influencent-elles les politiques gouvernementales tout en impliquant le changement? Alors, ces organisations, elles influencent dans une certaine mesure, mais pas assez. Pas vraiment assez, parce que lorsque nous voyons aujourd'hui les éléments qui nous permettent d'apprécier, ou en tout cas les éléments qui nous permet vraiment d'apprécier l'état de la démocratie, nous voyons qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, que ce soit, n'est-ce pas, sur les questions sur la question électorale, ou même la question des résolutions des conflits. Et donc, il y a vraiment, on ne voit pas vraiment assez, n'est-ce pas, l'effort de la société civile sur ce plan. Donc, les organisations de la société civile sont instrumentalisées, selon vous? Oui, on ne peut pas les donner carte blanche à ce niveau, tel que nous étions en train de le dire. L'instrumentalisation, nous avons évoqué plusieurs raisons, n'est-ce pas, pour justifier cela, mais on ne peut pas aussi dire que c'est systématiquement toutes les organisations de la société civile. Sinon, vraiment, on ne voit pas, leur travail n'est vraiment pas assez visible sur le terrain. Alors, comment rendre la société civile plus efficace aujourd'hui? Alors, je pense que cela rejoigne un peu la question que vous étiez en train de poser à ma collègue par rapport à la question un peu de coordination, parce que
il y a effectivement ce problème-là au niveau des organisations de la société civile. Donc, elles sont un peu partout sur le territoire malien, mais d'autre part, un peu le fait que leur action ne soit pas aussi visible, c'est aussi à cause aussi des problèmes de coordination, vous voyez. Et aussi, parce que quand il y a vraiment une coordination, ça va faire que une telle organisation, que ce soit à Bamako ou une autre localité, elle sait que, voilà, sur ce terrain-là, il y a une autre organisation, il y a telle organisation. Mais ce n'est pas le cas en réalité au Mali. Donc peut-être qu'il y a lieu d'aller vers ça, vous voyez, avoir cette plateforme-là où nous pourrions non seulement répertorier l'ensemble des organisations de la société civile, mais également pour que celles-ci, même pas toutes, mais quand même pour que beaucoup, les grandes organisations de la société civile se connaissent entre eux et connaissent aussi ce que les unes et les autres font. D'accord. Une organisation de la société civile sans corrélation politique est-elle possible au Mali selon vous? Pourquoi pas? Comment? Elle est possible. En fait, c'est un choix. Hein? Vous voyez? Donc, c'est un choix. Une organisation de la société civile décide volontairement d'être, n'est-ce pas, d'être politisée. Vous voyez? Sinon, une organisation aussi peut décider, comme je l'ai dit, de son propre chef, de ne pas se laisser politiser. Donc, c'est vraiment une question de choix là-bas. Donc, si elles veulent, c'est possible. Mais si elles ne veulent pas, quelle qu'en soit la raison, ce n'est pas possible. D'accord. Alors, Madame Diallo, comment rendre la société civile plus efficace pour qu'elle puisse répondre réellement aux préoccupations de la population qu'elle prétend défendre? J'ai envie de rebondir aussi par rapport à l'une des questions que vous m'aviez posées tout à l'heure, c'est comment est-ce que nous faisons. Je vais donner l'exemple du projet que nous avons actuellement, Je m'engage au Mali, qui est un projet qui vise à amplifier les voix des populations afin qu'elles s'impliquent dans le développement de leur commune. Nous avons notamment développé une application mobile, Je m'engage à connaître les textes du Mali. Dans cette application, vous allez trouver les documents qui vous serviront en tant que citoyen pour savoir quelles décisions prendre par rapport au développement de sa commune. Vous trouverez par exemple les constitutions, les différentes constitutions, la charte de la transition, toutes ces informations. Il y avait en son temps aussi l'alcool d'Alger. Donc tous ces documents sont regroupés en un seul endroit au lieu que chacun aille chercher un peu partout sur la toile. Donc ce type d'action que nous menons au quotidien auprès de populations, voir qu'est-ce que vous avez vraiment besoin, qu'est-ce qu'on peut faire, aussi amplifier leur voix. Parce que comme il a dit, ils sont au fin fond des villages et on ne sait pas forcément de quoi ils ont besoin. Pour moi, aujourd'hui, cette société civile serait plus efficace, effectivement, si nous avions justement cette fêtière où tout ce que nous faisons sont répertoriés par domaine de compétences. Pour moi, centraliser au niveau du gouvernement, parce que nous avons ce rôle d'accompagnement auprès du gouvernement, et où on peut savoir qui fait quoi, à quel moment et dans quelle localité. Je pense qu'on gagnerait vraiment plus à être mieux coordonnés de cette manière et qu'on accepte que ceux qui sont en avant laissent le relais à d'autres qui sont plus actifs sur le terrain. D'accord. Merci. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur le rôle de la société civile dans la construction du Mali. Et nous étions avec Madame Diallo Assetou Diarra, directrice exécutive de l'association Femmes Éthiques, Amadou Amaïga, président du réseau national d'action sur les armes légères qui nous a fait faux bon, Dr Sidi Sungolo Mariko, enseignant-chercheur à la faculté de sciences administratives et politiques de Bamako. À la présentation, je suis Mrana Kilo Maïga, la mise en onde Adjaratou Traoré et Mamadi Keïta. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.